Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, le décryptage quotidien de l'actualité lundi à vendredi entre 19h et 21h. Nous allons mettre en service le stade d'Olembe avant cet été, donc au mois de juillet 2020. C'est le défi que se lance Franck Matière, vice-président des opérations internationales chez McGill. Après que le chantier du complexe sportif, il fera valoir ses droits devant les juridictions compétentes. Tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information de la journée qui vous sera présentée par Cédric Noufélé et tout de suite après le débrief du journal. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant c'est le fait du jour. Qu'en 2021, le cas préoccupant d'Olembe, pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Joseph René Mboutouzé. Bonsoir Joseph René. Bonsoir Serge. Voilà, bienvenue sur le plateau. Hein. C'est votre première. Oui, c'est mon premier passage ici chez vous à Equinox. Oui. C'est vrai que j'ai été dans d'autres plateaux. Oui. Et je suis très ému de partager. Ah, vous êtes très ému, bienvenue. Hein. C'est ça Equinox. Vous êtes spécialiste en management des organisations publiques. Oui, effectivement, diplômé de l'Institut supérieur de management public. Voilà. Et militant. Militant du RDPC, candidat à l'élection législative de 2020. Ok, voilà. À côté de vous, Maître Ngefak, bonsoir Maître. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs. Nous sommes au rendez-vous pour faire vivre l'actualité dans le pays. Ok. Bonsoir Célestin Jamen. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Et encore une fois, vraiment merci de m'avoir convié dans cette prestigieuse émission. Merci beaucoup. Célestin Jamen, ça va? Tout va très bien. Bien ce soir? Je suis très bien, debout sur mes deux jambes. Oui. L'avenir en perspective, je ne pense qu'à l'avenir. Oui. Je pense que l'avenir s'annonce très positivement pour tous les militants du MRC, pour tous les Camerounais, malgré des grosses zones de turbulence que nous traversons. Mais je crois qu'on tient bon. Et tout ira pour le meilleur. Ok. Charles Mongo-Mouyeme, bonsoir. Bonsoir Serge. C'est pas très souvent, hein, mon Charles. C'est beaucoup plus de l'autre côté, là, avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est vrai, oui. Bienvenue, Charles. Merci, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà, Charles Mongo-Mouyeme, consultant en marketing et communication. Je commence avec vous, Charles Mongo-Mouyeme. Comment comprendre ce match qui se joue à Olembe, avec 3 adversaires? Il y a Grupo Piccini, le gouvernement représenté par le ministère des Sports, et de l'autre côté, le groupe McGill. Comment comprendre ce match à 3? Ben, la première compréhension, comment on peut comprendre ça, c'est que on ne nous dit pas la vérité. On ne nous dit pas la vérité parce que si vous reprenez vos bandes, moi je dis souvent que parfois vos bandes suffiraient à répondre à certaines questions. Le responsable du site de Yaoundé, c'est hier ou avant-hier qu'on apprend que ça fait 1 an que les travaux sont en arrêt. Mais reprenez vos bandes via 4 mois ou 5 mois, ça marchait. Oui, le chantier se déroulait normalement. Les choses avançaient. Et subitement, on nous dit, là, que ça fait 1 an que c'est en arrêt. Ça veut dire qu'on ne nous a pas dit la vérité. Ça ne fait pas 1 an qu'on nous a dit qu'il y a un arrêt de travaux. L'autre chose, c'est que, eh bien, on vous donne des raisons qui seraient liées à l'incapacité de l'entreprise Piccini à réaliser le chantier. Mais quand on refeuillette encore l'histoire, ou si vous voulez les péripéties de cette CAN qui était 2019 et devenue 2021, vous vous souvenez que c'est le gouvernement, notre gouvernement, qui nous a vanté Piccini. L'ambassadrice d'Italie était même devenue comme responsable de la communication de notre CAN à notre place. Vous vous souvenez qu'elle a fait plusieurs sorties pour nous expliquer ce que c'est que les préfabriqués, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant que de couler les gradins sur place, comment on allait tenir les délais. C'était l'ambassadrice d'Italie qui le faisait, avec à côté d'elle le ministre à l'époque en charge des sports.
À l'époque, personne. Ismaël Bidoumpat. Ceux qui ont essayé de dire attention, Piccini, nous on fait des lectures, c'est pas en très bonne santé en Italie, on a balayé, non, c'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun, antipatriotes, qui racontent ce genre de choses. Le Cameroun a choisi l'une des meilleures entreprises, et puis on a commencé à nous montrer les photos des camions qui allaient à Yaoundé avec 2 ou 3 poutres, les gradins et tout ce que vous voulez. Alors, subitement, on est surpris. Là, maintenant, qu'on nous dise que ce n'est plus possible avec Piccini. Piccini est devenu mauvais. Alors que, autre rappel, il y a quelques mois encore, on a vu le PDG de ce groupe à Yaoundé. Il a rencontré, je crois, le Premier ministre, il a fait de grandes rencontres. Il était venu chercher la caution du Cameroun pour lever des fonds et pouvoir faire avancer le chantier. Au terme de cette visite, interview au perron de l'immeuble Étoile, tout allait bien, tout était positif. Allez, les clignotants qui étaient au rouge sont passés au vert, etc. Et puis là, maintenant, subitement, tout ça n'était que du pipeau. Pour moi, citoyen camerounais, j'estime qu'on ne me dit pas la vérité pour être gentil, pour ne pas dire l'autre chose, parce que les enfants nous regardent. On ne nous dit pas la vérité. Ce n'est pas bien de ne pas nous dire la vérité. C'est-à-dire, on continue, il me semble, à se moquer du peuple camerounais. Parce que la première moquerie a été que, quand la CAN nous a été retirée, le minimum, quand vous respectez votre peuple, c'est de prendre la parole pour dire, je vous l'avais promis à cette date. Ça ne peut pas avoir lieu. Pardonnez-moi, je vais essayer de faire mieux. Et puis, j'ai dégagé des responsabilités. Celui-là, celui-là, c'est à cause d'eux que ça ne marche pas. Je vais les virer, je vais reprendre les choses autrement, etc. Tout cela n'a pas été fait. On nous a dit, ça a glissé, c'est-à-dire, il ne s'est rien passé. Du coup, il est évident que personne n'a tiré les leçons. Et quand vous ne tirez pas les leçons et que vous reprenez les mêmes méthodes, vous arrivez au même résultat. Nous y sommes. Je termine. En 2018, lorsque l'une des visites de la CAF était annoncée, je crois pour le mois de novembre-décembre à Yaoundé, un mois avant, on a lancé un emprunt obligataire pour les chantiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, quand vous avez l'organisateur de la CAN, qui est la CAF, qui doit venir chez vous pour vérifier que les chantiers sont en avance, sont suffisamment avancés pour avoir l'espoir que la CAN doit se tenir, il entend que vous êtes en train de faire un emprunt obligataire. Quel message vous lui envoyez? C'est évidemment que vous n'êtes pas prêt et que vous ne le serez même pas. Donc à partir de ce moment-là, celui qui a analysé avec lucidité savait qu'on avait perdu la CAN. Et là, en ce moment, on est en train de faire quasiment la même chose. Si nous disons aujourd'hui que, à l'analyse, nous sommes en train de perdre la CAN 2021, on nous traitera d'antipatriotes. Ok. Joseph René, Piccini arrête les travaux, selon les PV contradictoires, à 74, un taux d'exécution des travaux, 74,53%. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer que Piccini soit en arrêt? Pourquoi Piccini n'a plus avancé? 2 raisons. La première raison relève du fait que il y a eu un glissement de date de la CAN. Et sûrement tous les acteurs qui étaient chargés de préparer la CAN ont un peu perdu la motivation. Oui. Ça, c'est un aspect d'ordre psychologique. Maintenant, sur le plan matériel, il y a forcément aussi un problème de moyens matériels et financiers. Parce que vous savez que le président du groupe Piccini était au Cameroun pour solliciter une levée de caution de l'État afin d'avoir des moyens pour pouvoir poursuivre les travaux. Ça veut dire que l'entreprise n'était pas à un moment donné suffisamment financièrement prêt pour pouvoir aller jusqu'au terme de son contrat avec l'État. Je crois que ces 2 raisons peuvent valablement expliquer le fait que aujourd'hui le chantier ne soit pas livré. Vous avez, lorsque vous avez le sentiment qu'on vous a prolongé de façon suffisante les délais, on ne peut pas tout de suite comprendre que la pression peut revenir après. Mais qu'à cela ne tienne, le problème d'organisation et même de la recherche de la CAN n'est pas
lié à la finalisation ou non du stade d'Olembe, parce qu'au stade actuel, que le stade d'Olembe soit terminé ou pas, le Cameroun est prêt à organiser la CAN en 2021. Sans l'Olembe? Sans le stade d'Olembe. Le Cameroun est prêt. Sans le stade Paul Biya? Sans le stade d'Olembe. Seulement l'absence du stade Paul Biya peut seulement porter un coup sur le prestige qu'on aurait souhaité que l'événement atteigne, parce que les Lions indomptables du Cameroun gagnent cette prestigieuse compétition dans l'enceinte du stade qui porte le nom du chef de l'État. C'est un rêve que tous les Camerounais partagent actuellement, mais je dis sur le plan matériel, avec les nombres de stades qui sont opérationnels à la date d'aujourd'hui, si ce n'est que sur le plan sportif, le Cameroun est prêt à organiser la CAN. Ok. Je vous vois. Vous voulez réagir par rapport au propos de Joseph René? Allez-y. C'est-à-dire que Serge Amotou, quelques mois seulement après la désillusion de la CAN 2019, le retrait de la CAN, 30 novembre 2018. voilà. On avait quand même, on est encore en train de se remettre de cet acte dramatique. Et aujourd'hui, quand on analyse les choses comme elles se présentent, il est parfaitement compréhensible de dire à ce jour qu'on ne pourra pas organiser la CAN 2021. Concernant la CAN 2019, je l'avais annoncé en 2017, au regard de l'avancement des travaux. La charte qui a été imposée à l'État du Cameroun, c'est 2 grands stades de football, d'une capacité d'au moins 50 000 places. C'est la raison pour laquelle l'État du Cameroun avait décidé de construire le stade de Japoma à Douala, 50 000 places, et le stade d'Olembe à Yaoundé, 60 000 places. Aujourd'hui, il est donc... Ça, c'est un vieux projet, hein, le complexe d'Olembe. Oui, mais je dis que ça fait... Charles va nous donner des précisions. Ça fait partie... Oui. Non, attends, ça fait partie... C'était en prévision, effectivement, de cette CAN qui était annoncée. Issa Yatou nous octroie, entre guillemets, la CAN, je vais dire, en 2014. 2014. Donc, on le savait déjà. Donc, c'est un projet, effectivement, qui est ancien. Donc, il est incompréhensible aujourd'hui qu'on ne soit même pas encore à 80%. C'est incompréhensible. Donc, ça veut dire que si on revient à la charte, au cahier de charges imposé par la CAF, on n'aura pas à l'orée 2020, parce que le délai de livraison de ce stade Olembe, c'est avant juin 2020. C'est-à-dire fin mai au plus tard. Oui. On doit livrer le stade d'Olembe. Or, dans le cas d'espèce, quand on regarde très bien l'avancement des travaux, il est totalement inadapté de dire aujourd'hui qu'on aura la CAN 2021. Il se pose au fond un problème de gouvernance. Il n'est pas normal que les gens qui ont détourné plus de 1500 milliards... C'est un domaine. Est-ce que si le stade d'Olembe n'est pas prêt, on n'aura pas cette CAN, comme dit Joseph René? Il faut remplir le cahier de charges. Il faut respecter le cahier des charges. Oui. On parle de moins 2 grands stades à construire. Le stade, dans l'énumération des stades qui doivent être, comment dirais-je, reconnus pour la CAN 2021, on exclut le stade Amadou Ahidjo. On ne parle pas de la chambre, de la CAN 2021. Il faut donc ces 2 grands stades. C'est la raison pour laquelle le Cameroun a décidé d'engager les travaux pour ces 2 grands stades. Japoma, c'est terminé. Olembe va être la cause, justement, de la non-attribution de la CAN 2021. Rappelez-vous que l'Algérie, à la sortie de l'Égypte 2019, la CAN, il a été demandé à l'Algérie de se tenir prête au cas où le Cameroun ne pourrait pas supporter l'organisation de la CAN 2021. L'Algérie est maintenant prête. Alors, je voudrais ici parler de gouvernance. Parce qu'il est inadmissible qu'une CAN qui est attribuée depuis pratiquement, j'allais dire, 5 ans, qu'on puisse être aujourd'hui à se demander à changer d'entrepreneur. Parce que quand on change d'entreprise dans une œuvre aussi grandiose, d'une aussi grande envergure, il y a des problèmes techniques qui se posent. Oui, il y a des problèmes administratifs et juridiques. Donc je veux dire que ceux qui ont détourné la CAN, détourné plus de 1500 milliards, doivent rendre les comptes à l'État. Monsieur Bongo doit répondre de ces actes parce que l'organisation sur le plan logistique matériel a été déportée du ministère de M. Moutazé, ministre de la planification à l'époque, vers la présidence de la République. C'est donc lui qui pilotait le projet de la CAN. Il doit rendre les comptes. Plutôt que de rendre les comptes, M. Biya, son mentor,
l'a promu ministre d'État. Dans quel pays sommes-nous? Donc il se pose, Serge Alain Autour, un problème de gouvernance. C'est de ça qu'il s'agit. L'enjeu principal, c'est que l'État a pris les choses à la légère. Ils se sont contentés de bouffer les sous, excusez-moi l'expression, de manger l'argent. Et aujourd'hui, c'est l'image, pas seulement du Cameroun, mais de toute l'Afrique entière qui est en cause. Okay. Parce que la CAN, c'est un événement planétaire. Après les JO et après la Coupe du monde de football, c'est la CAN qui vient derrière, en termes d'audimat. Donc il est inadmissible que l'image de l'Afrique tout entière, et en particulier du Cameroun, soit traînée dans la boue. Non, je dis que c'est un problème d'abord de gouvernance. Parce que Piccini, en vérité, n'oubliez pas les problèmes juridiques qui vont se poser. Piccini peut effectivement dire qu'il n'a pas été payé par l'État camerounais. Piccini a fait des avances. Ils ont acheté des préfabriqués qu'on a débarqués à Yaoundé. Même du sable venait d'Italie. Vous rendez-vous compte? Et aujourd'hui, ils n'ont pas été payés par l'État. Comment vouliez-vous qu'ils paient leurs salariés d'abord? Parce que le commis nous parle de arrêt de salaire. Mais à qui la faute? Si je ne suis pas payé, ayant fait par avance des avances de fonds, comment vouliez-vous que je puisse payer mes propres salariés? Donc il y a un problème juridique qui peut se poser. Si Piccini maintenant engage des procédures judiciaires, il est clair que jamais on n'aura la CAN 2021 parce que jamais le stade de l'Olympique ne sera accompli en termes de réalisation. Okay. Voilà l'enjeu principal. Voilà, avant d'attaquer le volet, c'est pourquoi mettre là sur ce plateau. Il y a d'abord cette prise en possession du chantier d'hier qui s'est faite en l'absence du groupe Piccini. Oui. Ça veut dire que la collaboration, supposée, s'annonce houleuse. Serge Alain, parce que venir reprendre un chantier, si celui qui a commencé n'est pas là, il y a véritablement un problème. Serge Alain, l'opposition entre le gouvernement et le groupe Piccini, en dehors des images que nous avons regardées ou vues hier, souvenez-vous des correspondances. Aussitôt que le gouvernement met en circulation la lettre portant résiliation de cette convention, 24 heures après, oui, le groupe Piccini sort une lettre qui contredit point par point les déclarations du ministre des Sports. Voyez donc la guerre, et mieux, le groupe Piccini donne 72 heures au ministre, il lui a imparti un délai de 72 heures pour revoir et réviser sa copie. Que dit le groupe Piccini? Le groupe Piccini dit: je ne comprends pas pourquoi vous, agrégés, ministres, vous nous avez reçus dans votre cabinet le 18 et 19 octobre. Au sortir de ces assises, nous avons conclu ensemble que à la fin du mois d'avril 2020, les travaux du stade Olympique seront achevés. Il produit pour preuve le décompte que vous venez de donner, c'est-à-dire les travaux réalisés déjà à 74, quelque chose pour cent. C'est-à-dire nous sommes à moins 24 ou 25% de réalisation. Oui. Alors le groupe Piccini dit les 24%, je les réalise entre le 20 octobre 2019 et le 30 avril 2020. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'intervalle? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'intervalle? Suivez mon regard. Le regard est simple. Première des choses, les 24% qui restent, chaque Camerounais doit voir le montant qui sera attribué à celui qui va réaliser le reste de 24%. Vous tirez toutes les conséquences. Deuxième des choses, il faut que nous tous, que nous allions dans cette eau trouble, pêcher dans notre canne, parce qu'il s'agit de la canne du Cameroun. Ne cherchons plus à avoir la beauté. Prenons cette canne, même si la maison est cassée, allons chercher notre canne, avec les demi-stades qui sont presque. En réalité, à ce jour, aucun stade n'est définitivement livré. Il y a toujours des travaux. Quand nous disons les terrains, les stades sont livrés, c'est peut-être les pelouses qu'on arrose déjà, ça nous donne l'impression. Non, regardez les voiries, regardez les hôtels, regardez tout le confort qui entoure les différents stades. Est-ce qu'on peut les réaliser entre aujourd'hui et automne 2021? Je crois que c'est impossible. Qui mieux, lorsque nous constatons ce qui se passe à Olendé, la cacophonie qui s'installe entre le groupe Piccini, le gouvernement et Marquis, démontre que même en 6 mois, on n'aura pas repris là-bas. Parce que le groupe Piccini a donné 72 heures, c'est les référés administratifs qui seront engagés, c'est les subsides qui seront engagés, et puis ça va effrayer le nouveau venu. C'est de ça qu'il est question.
Quoi qu'on dise, lorsqu'on annonce les procédures, on a beau être l'État, mais ceux qui engagent les procédures savent où ils vont aller chercher l'argent. C'est de ça qu'il est question. Pour nous, nous qui ne sommes pas dans la marmite de 1500 milliards à repartir, notre joie, c'est de voir ces joueurs courir derrière le ballon, et puis nous buvons nos petites bières. Le soir, nous sommes contents. Qui nous laisse vivre ce petit spectacle-là, dans ces conditions, dans ces autres troupes? Organisons notre CAN par tous les moyens. Ne cherchons plus la beauté. Faisons venir notre CAN. Comme a titré un journal aujourd'hui, hein? Il faut pêcher notre CAN. Voilà. Charles Mongomouyeme, justement dans la lettre, le communiqué de Pichini, ils disent l'entreprise appelée à remplacer Pichini a été désignée bien avant la notification de la décision contestable de résiliation. Il y a problème. Bien sûr qu'il y a problème, il y aura problème. Leur absence est indicative. Et puis, ils ont donné un délai de 72 heures. On était samedi, hein? C'est suffisamment clair. clair. Il y aura un communiqué de Molekombi. Un litige qui va se déclencher. Mais admettons qu'il n'y a même pas de litige. Je pense que Célestin a commencé à l'ébaucher. Quand vous devez reprendre un chantier, ça veut dire que ce chantier avait déjà un diagramme de réalisation des tâches jusqu'à un certain délai. Du moment où vous le reprenez, vous devez reprendre un diagramme de réalisation de tâches. Vous devez ausculter le travail qui a déjà été fait. D'ailleurs, Magui l'a dit. Il faut regarder ce qui a été fait, comment ça a été fait. Au niveau des plans, peut-être qu'il y a eu des améliorations en cours de construction. Parce que quand vous dites 74,54%, je suppose que vous parlez du terrain de foot, du stade de foot. Olembe est un complexe. Olembe n'est pas un stade. C'est le chiffre du ministre, hein? C'est le ministre qui l'a dit. Oui, mais je suppose qu'il parle du stade. Parce que Olembe est un complexe hein, avec gymnase, hôtel 5 étoiles, centre commercial, piscine olympique, cours de tennis, etc. Comme il y a ça. C'est des complexes de sport. Alors, si vous voulez prendre ce taux, vous le rapportez au complexe, vraiment 74%, je ne crois pas qu'on y est déjà. On doit être très loin. Ça doit être le stade. Et quand vous avez écouté McGill, il a dit qu'il va s'atteler à faire en sorte qu'il y ait un accès. Les voies d'accès. Il va essayer de le faire très rapidement. C'est par là qu'il commence. Et poser le gazon. Vous savez très bien que quand on nous retire la canne, les techniciens de la CAF vous disent qu'il faut 6 à 8 mois pour que le gazon soit acceptable pour la pratique du foot. Nous sommes en décembre. McGill vient de prendre les choses en main. Il lui faudra, au bas mot, je ne suis pas ingénieur, vous allez enquêter auprès des ingénieurs, mais je crois qu'il lui faudra au bas mot 2 mois pour se retrouver dans ce chantier. Surtout que celui qui l'exécutait ne va pas l'aider. Parce que quand je vais t'aider, c'est différent. Je ne vais pas t'aider, au contraire. Je vais nuire. Il risque d'essayer de nuire à cette entreprise-là. Maintenant, quand vous regardez un chantier, il y a des choses qui sont louées. C'est pour ça qu'ils ont parlé des sous-traitants. Allez enquêter. Je suis certain qu'ils ne sont pas tous payés. Les grues qu'on met là, elles sont louées. Alors, quand vous mettez un nouveau repreneur, mais moi, propriétaire des grues, par exemple, je vais vous dire, payez-moi d'abord pour que le repreneur paye et puisse utiliser mes grues. Sinon, je viens les démonter. S'il faut reprendre tout cela. Maintenant, parlons de McGill. On dit, oui, il va faire ça en 6 mois. Il est en train de faire le pendant en combien de temps? Et il n'a pas fini. Hein. Mais pendant, c'était réflexion. C'était pas... Oui, réflexion. Mais il y a aussi la construction du stade Annès. Oui, le stade Annès, c'est un terrain d'entraînement. Justement, j'allais demander, est-ce que c'est pas ça qui a milité en sa faveur pour que... Certainement. Pour reprendre Olembe? Certainement, mais moi, je ne tiens plus tout ça en compte. Parce que le gouvernement nous a toujours vanté ces entrepreneurs, y compris Prime Potomac. Vous pensez bien que c'est Prime Potomac qui devait exécuter les 20 stades de la FECAFOOT. On nous a annoncé des plein de stades que la FECAFOOT sous Tombi, je crois, devait réaliser plein de stades. C'était Prime Potomac. Ça n'a pas fonctionné, mais on lui a quand même donné la canne. Parce que quelqu'un va avec la FECAFOOT pour quelques stades. Il ne réussit pas à en faire 1 ou 2 sur une vingtaine de stades promis. Vous lui donnez maintenant tout Garoua. Stade, hôtel et tout compris. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème chez ceux qui choisissent les entrepreneurs.
Donc aujourd'hui, leur choix ne m'intéresse plus parce que je sais que ce n'est pas des choix bien pensés. Chaque fois qu'ils nous ont vanté un entrepreneur, ils sont venus eux-mêmes par la suite le détruire. Et ça, vraiment, on peut ne pas avoir envie de le dire, mais on va retomber quand même sur la gouvernance. Parce qu'on peut trouver des exemples dans notre ville. Vous ne pouvez pas penser que le génie militaire est incompétent. Depuis combien d'années on fait la route entre Laxolou, Bonateki et Bonamsadi? C'est le génie militaire. Ça fait 5 ans qu'on est en train de faire ce tronçon qui n'a pas 3 km. Je ne sais pas s'il a 3 km. Qui passe à Bonabola et tout ça. Est-ce que le génie militaire aussi est mauvais? Est-ce que le génie militaire aussi ne respecte pas je ne sais pas quoi? Il y a un problème dans nos choix à nous quand nous attribuons ces marchés-là aux entreprises. Et c'est là le problème. Mais ça part de plus loin, Serge. C'est-à-dire qu'on va parler... Aujourd'hui, c'est les conséquences. C'est les conséquences parce que cette canne, nous ne l'avons pas pensée pour le peuple. Et ça, ce n'est pas bon. Nous avons obtenu cette canne en 2014 par complaisance. Disons-le clairement, notre dossier était vide. Il n'y avait que des images en 3D d'ordinateur. Il n'y avait rien. À cette époque-là, on n'avait aucun stade au nord. Absolument. En 2014, vous allez solliciter une canne. À l'époque même de 16 clubs, c'est-à-dire 4 sites. Logiquement, vous devez avoir au moins un site et demi de prêt. Surtout quand vos concurrents les ont. Nous, on n'avait rien. On obtient. Et quand notre compatriote perd les élections à la CAF, qu'est-ce qu'il déclare? Il voulait quitter la CAF avec la canne du Cameroun. Donc ce n'était pas un projet pour nous. De l'autre côté, il y a élection en 2019. La canne était une aubaine. En 2019, la canne était une aubaine comme cadeau pour le peuple camerounais en vue de ces élections. À ce moment-là, quand vous faites les choses comme ça, égoïstement, eh bien, il y a quelque chose qui va vous rattraper. Je ne veux pas être, par exemple, pessimiste pour parler d'Olembe, superstitieux pour parler d'Olembe. Mais moi, j'ai vu dans ce pays, je suppose que tous les panélistes l'ont vu également, on a tué des bœufs pour que les lions gagnent en Fandena. La raison, c'était qu'on n'a pas assez désintéressé les populations, les riverains. Les autochtones d'Olembe sont-ils totalement désintéressés? Vous allez me dire, vous voyez la chose comme ça? Mais c'est impossible que les riverains se disent qu'on va voir comment vous allez finir votre affaire là. Puisque le gouvernement lui-même a pris ça au sérieux en tuant des bœufs à Fandena. Il ne faut pas dédouaner le... Non, je ne dédouane pas du tout. Au contraire. Au contraire. Quand vous prenez un terrain pour dédommager quelqu'un, il faut le dédommager. Je ne dédouane pas. Au contraire. Fandena, pourquoi on a tué les bœufs? C'est bien les ministres qui faisaient tuer les bœufs. Parce qu'ils savaient qu'on n'a pas même pas été qualifié, hein, Charles. Mais c'est ce que je dis. Je dis que ça, c'est des promesses non tenues. Il faut arrêter avec les promesses non tenues. Et après, on y a mis de l'arrogance. Oh, toute l'Afrique en veut au Cameroun. Le Maroc en premier. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les Malgaches? On a même insulté le peuple malgache. On a estimé que le Maroc nous en voulait sérieusement. Il veut notre canne. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? De toute façon, moi, ministre des Sports, je vous dis, on va leur montrer qu'on était prêt. Au plus tard, fin mars 2019, tous les chantiers seront prêts. Ce ministre est encore dans le gouvernement. Il ne nous a plus rien dit après. Où est sa promesse de fin mars 2019? Nous sommes en décembre 2019. Aucun chantier, il a raison de le dire, n'est livré. Aucun, même pas au stade Bapelpé. Alors, comme nous comptions sur notre compatriote, les choses nous rattrapent. Et je termine en disant que chaque fois qu'il y a eu des changements, nous n'avons pas réajusté notre stratégie. Le premier changement, c'est le départ d'Hayatou de la CAF. Ça devait être une alerte. On s'est endormi. On n'a rien dit du tout. On a laissé faire. Deuxième alerte, on nous retire la canne. On dort. On ne fait rien. On se dit les choses iront normalement. La dernière alerte, c'est la FIFA qui gère la CAF aujourd'hui. Ah ouais. Ce n'est plus Ahmad. Donc quand il parle de cahier des charges, là, c'est la CAF qui organise la CAN, ce n'est pas le Cameroun. Nous n'avons pas le droit de changer un site sans l'accord de la CAF.
Je ne sais pas si Fatma Samoura, qui est venue à la CAF pour gérer la CAF pour le compte de comme une espèce de comité de normalisation, est-ce qu'elle sera flexible sur les rigueurs du cahier de charge, étant donné que le Cameroun a déjà eu un délai? On lui a retiré, on lui a réattribué contre les textes de la CAF. C'est-à-dire qu'on nous a donné tous les avantages. On devait être suspendu 2 ans. Grâce à Samuel Eto'o, oui, etc., au chef de l'État, on a fait glisser. Vous pensez que la CAF va encore nous donner une autre chance de ce type? Je ne pense pas. Ok. Joseph Robert, il y a ces interrogations qui fusent. Hein. McGill arrive, ça s'est passé hier sans Groupe Piccini, et les gens s'interrogent sur qu'il y aura forcément une période de flottement. Mais le vice-président McGill, chargé des opérations internationales, il rassure. Il dit qu'il n'y aura pas de flottement parce que les normes en matière de stade sont les mêmes. Il rassure le peuple camerounais que le chantier sera livré, le stade sera livré en juillet 2020. C'est faisable? Joseph Denis. C'est à vous que je pose la question. Non, ça c'est maître. Je dis que je dis que le vice-président de McGill dit que en matière de stade, les normes sont les mêmes et qu'il n'y aura pas de flottement, c'est-à-dire ce passage-là, Groupe Piccini à McGill. Pour lui, le chantier sera livré. Il se veut très rassurant. Hein? Oui, Serge, je pense que si le groupe McGill a accepté de contacter à nouveau avec l'État pour le stade Olembe, c'est qu'ils ont fait une évaluation avant de s'engager. Et moi, je leur fais confiance. Je fais confiance au gouvernement de la République. Et je sais que le gouvernement de la République est conscient de ce que tous les Camerounais attendent, qui est CAN en 2021. Je voudrais dire ici que lorsque le gouvernement réagit, prend des mesures préventives, et ça semble poser un problème. Si le gouvernement croise les bras sans prendre des mesures préventives, ça pose encore un problème. Si le ministre de l'Éducation, des Sports a décidé de résilier ce contrat avec le groupe Piccini, c'est qu'une mesure préventive. Moi, je pense que les Camerounais devraient le prendre de la bonne manière. Parce que vous savez, le ministre, en dehors de sa position politique, a une position de manager. Et un jour, le manager a l'aune des résultats qu'il atteint. Vous savez, lorsque vous occupez une position publique, vous avez 3 choses. La première chose, de donner la meilleure qualité de service qui soit aux citoyens. La deuxième chose, c'est de rendre compte. Et la troisième chose, c'est d'atteindre les résultats. Et le ministre Moele Kombi est actuellement dans le triangle de la réalisation de ces 3 objectifs. Parce qu'il voudrait qu'en avril 2020, que le stade Olembe soit terminé, il était nécessaire pour lui de prendre toutes les mesures, même si ça peut sembler faire mal à certaines personnes. Mais vous restez sans ignorer que le ministre, en tant qu'autorité publique, dispose de tous les droits de résilier de façon unilatérale un marché passé avec un privé pour des questions d'intérêt général. Et là, nous sommes face à une question d'intérêt général. Le Cameroun a besoin du stade Olembe prêt pour la CAN de 2021. On a essayé d'évaluer l'avancée des travaux. Il est vrai qu'en octobre, on a essayé de donner un sursis à cette entreprise italienne. Mais entre octobre et décembre, c'est sûr qu'il y a des évaluations qui ont été faites et qui ont suffisamment montré que Piccini, quel que soit l'engagement qu'ils peuvent vouloir montrer, ne pourra pas tenir les délais. Il fallait que le ministre réagisse. Et moi, je pense que le ministre a réagi à temps pour éviter d'autres problèmes, d'autres perspectives malheureuses dans l'avenir. Au lieu que cela soit pris comme un acte de responsabilité, je suis étonné que des gens
s'asseyent pour critiquer, des gens s'asseyent pour essayer d'entourer ça d'ondes négatives pour que cela ne réussisse pas. Moi, j'ai souvent le sentiment qu'au Cameroun, c'est comme s'il y avait certains citoyens qui souhaiteraient que tout ce qui est mauvais arrive au Cameroun. Parce que on associe le bien du Cameroun, on associe le développement du Cameroun au régime qui est en place. Est-ce que organiser une CAN, c'est un problème de régime en place? C'est un problème de donner un sentiment de satisfaction, un moment de communion avec les autres peuples d'Afrique et une possibilité de pouvoir vendre le Cameroun à l'échelle internationale. Toutes les prières des Camerounais doivent aller dans le sens de ce que cet événement très important pour notre pays soit atteint. Mais lorsque vous lisez certains journaux, lorsque vous écoutez certaines personnes intervenir, on sent que le souhait des uns et des autres serait en sorte que le stade-là ne soit pas terminé. Mais et moi j'ai dit, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'écouter, nous avions le stade de Mfandena à Yaoundé. Stade Amadou Ahidjo. Voilà, stade Amadou Ahidjo, qui a déjà même abrité une CAN en 1972, qui a une capacité de plus de 40 000 places. Nous avions le stade de Bepanda, nous avions le stade de Japoma, et nous avions le stade à Bafoussa, nous avions le stade à Limbe. Le Cameroun, avec ou sans le stade d'Olembe, va organiser sa CAN. Et je peux vous rassurer, Serge, que telles que les choses sont faites, l'engagement avec lequel le gouvernement, malgré les menaces de représailles judiciaires qui peuvent être apportées à cette décision du ministre, l'engagement du gouvernement est quand même un signal fort pour montrer au Cameroun, si on a laissé passer les choses, cette fois-ci la récréation est terminée. Je crois que le ministre Moule Kombi vient de siffler la fin de la récréation. Et Serge, rassurez-vous, nous sommes derrière le gouvernement et les Camerounais de bonne volonté doivent se mobiliser par... Et puis vous savez aussi, même les citoyens ont le droit de réclamer des comptes. C'est-à-dire que si le gouvernement même ne vous rend pas compte, qu'est-ce que les Camerounais eux-mêmes peuvent aller dans les lieux des sites en construction, exiger, regarder, évaluer et pouvoir porter à l'opinion la réalité sur l'avancée des travaux. Tout à l'heure, lorsque vous parlez de 74% de réalisation, je voudrais dire, préciser, je voudrais dire que ça concerne la construction du stade. Parce que le projet en lui-même, il n'a nullement été dit que pour organiser la CAN, il faudrait forcément que l'hôtel 5 étoiles soit construit, que les gymnases soient faits. Je crois que pour le moment, oui, mais est-ce que l'hôtel 5 étoiles, le projet, oui, c'est dans le projet. Dans le dossier de la CAN. Oui, c'est dans le projet. C'est dans le projet. Okay. Voilà. Mais il n'est nullement dit que sans l'hôtel, dans l'environnement du stade, les matchs ne peuvent pas être organisés et joués dans l'enceinte d'un stade qui est déjà prêt. Oui, je crois que M. Boutou, je ne sais pas de quelle planète il regarde le Cameroun. Je crains que vous soyez complètement déconnecté. On ne parle pas des faits concrets en disant je fais confiance, il y a des réserves préventives, ils vont y réfléchir, etc. Le gouvernement est conscient. Conscient de quoi? Il s'agit d'une question d'impératif temporel. Il y a des impératifs temporels, M. Boutou. Oui, et de quoi vous parlez-vous? Et c'est à cause de ces impératifs que le ministre a autorisé le contrat. Aujourd'hui, il y a un cahier de charges où on parle de la construction de 2 grands stades d'une capacité d'au moins 50 000 places. C'est la raison pour laquelle on a engagé les travaux depuis 2015, semble-t-il, 2017 pour le Olembe, pour un stade de 60 000 places. Pour Japoma, 50 000 places. Voilà ce qui existe
dans le cahier de charges. En plus de cela, vous avez l'exigence d'un hôtel 5 étoiles, d'une piscine olympique, comme l'a rappelé d'ailleurs Charles tout à l'heure, c'est plus effet. Ça fait partie du cahier de charges que le Cameroun doit impérativement respecter. La livraison, je le répète, doit se faire au plus tard fin mai, avant juin 2020. Le Cameroun ne tiendra pas à ces là les délais, c'est évident. Nous glissons tout doucement, mais sûrement, vers l'échec de l'organisation d'une deuxième CAN. Et c'est gravissime. Parce que là-dessus, il y a des conséquences même diplomatiques. Parce que rappelez-vous que Piccini, c'est une grosse entreprise italienne. Rappelez-vous que le président italien, M. Motazera, je ne sais pas comment il s'appelle, est venu ici en 2015 ou 16. Pour quasiment lancer, faire la propagande de sa société. Donc ce sont des entreprises qui sont toujours accompagnées, n'est-ce pas, par leur État. Première chose. Donc il peut y avoir des frottements diplomatiques. Deuxièmement, je pense que Charles tout à l'heure a bien fait de relever, comme je l'ai dit en préambule, la question de la gouvernance. Prenez un exemple très simple. Le même stade, avec les mêmes capacités en Côte d'Ivoire, a coûté 63 milliards. Chez nous, c'est 163 milliards. Vous voyez toujours les corrupteurs, les voleurs derrière, qui sont toujours prêts à des surfacturations. Quand vous me dites rendre compte, mais l'État rend compte à qui, M. Boutou? À personne. Et quand le peuple exige des comptes, qui lui rend compte? Qui l'écoute? Personne. Je prends l'exemple simple. On a fait les emprunts obligataires pour plus de 1500 milliards pour cette CAN 2019 qui a été avortée. Si on prend le 10e, c'est-à-dire que si on faisait en construisant un stade municipal par commune, sur les 360 communes, on ferait un stade municipal de 25 millions de francs CFA, ce qui fait, si on fait le calcul, environ 9 milliards et demi. Donc, le 10e seulement de la somme qu'on a engagée pour seulement le stade d'Olémé. Le 10e de 163 milliards. Au lieu de faire ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'engouffre dans une dilapidation absolument inconsidérée des fonds publics. Et que voulez-vous que le peuple camerounais pense? L'État du Cameroun est en banqueroute morale d'abord, financier ensuite. Parce que l'entreprise Piccini, qui est maintenant relayée par McGill, il va falloir, puisqu'il y a eu un schéma initial de construction, que le nouvel entrepreneur doit rattraper, c'est pas évident, ce schéma initial de construction, et ça demande une grosse expertise. C'est pas évident. Est-ce que McGill va recruter les experts de Piccini? C'est pas sûr. Et donc, avec les 6 mois qui nous restent, nous sommes en décembre 2019, comment pourrions-nous faire pour garder le délai de livraison exigé par la CAF? Ce n'est pas possible. Je peux vous dire aujourd'hui qu'on ne pourra pas tenir les délais pour la CAN de 2021. C'est impossible sur le plan matériel, sur le plan pratique, c'est impossible. Par ailleurs, n'oubliez pas que ceci n'augure pas d'un bon avenir en termes d'investissement au Cameroun. Quand les investisseurs voient ça, comment voulez-vous qu'ils viennent un jour mettre leur argent dans ce pays? Ce pays qui se caractérise par la concupiscence, qui se caractérise par le détournement, par, comment dirais-je, par la cupidité dans tous les sens. Dans quel secteur on a réussi depuis 37 ans, M. Boutou? Dans aucun secteur. Voilà 2 CAN successifs qui ont été ratés à cause de la malgouvernance, à cause d'un État voyou, il faut bien le dire. Nous sommes dans un pays où les gens ne prennent même pas conscience que le Cameroun a une image à défendre. C'est extrêmement grave. Vous imaginez qu'avec moins de 10 milliards, nous aurions construit un stade municipal dans chaque commune au Cameroun? Vous imaginez un petit peu? Nous avons plus de 1500 milliards. Rien n'est fait. On avorte la CAN de 2019 grâce à la générosité personnelle de M. Ahmad Ahmad. Parce qu'il a pris sur lui de violer l'article 92 des statuts de la CAN en disant qu'il y aura peut-être un recours, un glissement sur 2021. Et même 2021. La honte est terrible. On ne pourra pas tenir ce délai. Donc ça veut donc dire qu'aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose, c'est bien la question, n'est-ce pas, de la gouvernance au Cameroun. Et c'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Ok. Maître Ngefak, oui, on sait qu'au sortir des rencontres des 18 et 19 octobre, dans le cabinet du ministre des Sports, maître d'ouvrage, il a été demandé à Piccini de tout faire pour livrer le stade Olémé en avril 2020. Mais comment comprendre donc qu'en décembre, 5 mois avant, qu'on lui retire le contrat?
Ces gens-là, le groupe Piccini a interdit aux praticiens de droit tout commentaire, en indiquant que dans les 72 heures, ils vont saisir les juridictions. C'est pour vous dire qu'ils ont déjà engagé la procédure. Bon, les commentaires tendancieux, nous sommes interdits de commenter. La seule chose que je peux noter, c'est qu'à l'heure actuelle, la bagarre ou bien le combat judiciaire qui se profile à l'horizon veut masquer une chose. Le gouvernement est déjà conscient de ce que nous avons perdu la CAN. Mais tous les intervenants en back-office doivent être intéressés. En tout cas, chacun doit prendre sa quote-part. Ceux qui avaient soutenu le contrat de Piccini, ils ont déjà pris. Ceux qui sont derrière McGill maintenant, ils doivent prendre avant la fin de la catastrophe. Parce que figurez-vous, dans cette mare, dites-vous que tout ce qui entoure Olembe n'est pas construit. Alors, il y a match à Yaoundé, il y a match à Douala. Les supporters partiront de Douala pour Yaoundé et inversement. Par quelle voie? Vous tous, vous connaissez la Camer. Vous tous, vous connaissez Camaraï. Vous voyez la route. Vous voyez, c'est programmé. Quelqu'un avait Desperate Football House au Cameroun. C'est programmé pour échouer. Ils ont déjà vu, ils ont senti, sont aux affaires. Il faut que tout ce qui était autour se repartisse. Okay. Le pactole, au vu au sud. Et je vais conclure. Voyez-vous, le ministre dit qu'il y a arrêt. Mais il vous dit qu'il y a arrêt au chantier. Il a à côté de lui les employés qui sont en train de travailler. Il dit que le chantier est en arrêt. Ce n'est pas moi qui dis. Il vous dit à Mondo Vision, il y a arrêt, mais il avait les employés. Vous regardez au stade. Piccini dit que les travaux continuent. Hein? Non, j'ai dit que les images du ministre même, qui déclare qu'on est en arrêt, mais il avait les employés. Il y a les machines qui sont en train de tourner. Oui. Il y a un contraste. Voilà, merci. Le temps de retrouver Cédric Nouffelé pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ce coup de tonnerre dans la plateforme portuaire de Douala. La Chambre administrative de la Cour suprême vient de trancher cette affaire qui opposait le groupement APM Bolloré et le port autonome en donnant raison à Bolloré et en rejetant le pouvoir du port autonome de Douala, les motifs et la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême. C'est à suivre dans le journal de 20h. Nous irons dans le chaudron de la crise anglophone pour faire vivre le quotidien de ces autorités administratives. Là-bas, il ne se passe plus un jour sans qu'il n'y ait des attaques contre des convois des autorités administratives, au point où même des enseignants ont manifesté à Bamenda pour se plaindre de la montée de l'insécurité et des attaques ciblées contre des enseignants à Bamenda. Et il y a également des avocats qui ont manifesté contre les irrégularités et les incohérences d'un projet de loi portant promotion du bilinguisme au Cameroun. Ils ont évoqué des zones d'ombre sur ce projet de loi en examen et en adoption à l'Assemblée nationale du côté de Yaoundé. Nous irons dans notre série de reportages en Goumou pour vous présenter l'hôpital de Distri, là où le plateau technique est insuffisant pour améliorer la prise en charge médicale des populations. Vous suivrez dans ce journal le personnel médical qui se plaint de manquer de moyens techniques pour améliorer les conditions de prise en charge médicale des populations dans cette localité située dans la région du centre. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal. Madame, Monsieur, nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour le débrief du journal. Place tout de suite donc au journal de Cédric Nouffelé. Retour sur le plateau Equinox Soir, la deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Joseph René Mboutouzé, Célestin Djamen, Charles Mongamouyeme et Maître Augustin Guifa. Maître, la décision est tombée. Vous êtes surpris? Non, je ne suis pas surpris. Pour une fois, la justice, elle a été froide, elle a fait ce qu'il fallait faire. Mais il faut connaître le problème pour comprendre qu'à l'heure actuelle,
il reste le fond du dossier. Au fond, est-ce que Bolloré aura des arguments suffisants pour se remettre en scène? Oui. C'est ce qui reste à critiquer. La réalité, c'est quoi? C'est que l'État avait vu juste, parce que pour ceux qui ont lu les griefs qui avaient interdit la reconduction du contrat de Bolloré, Bolloré n'avait même pas respecté le 30% du cahier de charges, suivant les griefs qui lui étaient reprochés. C'est pourquoi, dans la shortlist, on ne retrouvait pas son nom. Mais la décision qui l'écartait avait fait l'objet des voies de recours. L'État est passé en force et la justice a juste dit, dès lors que la justice intervient, l'État doit attendre. Donc c'est les actes posés par l'État en force qui viennent d'être annulés. Mais ça ne remet pas forcément Bolloré en scène. Il faut maintenant attendre tout ce qu'il y a autour, toutes les pressions, pour voir si on va reprendre entièrement la procédure. Parce que c'est de ça, c'est là qu'il est question. Pour l'heure, le dossier, au fond, il reste en l'état. Bolloré occupe sa 7e place. C'est-à-dire, il n'intègre pas encore la shortlist. Nous attendons les résultats des différentes pressions pour voir si la shortlist a été révisée, comme on vient de réviser dans le cadre du contrat Piccini, État et Makin. Okay. Voilà. Célestin Djamène, séparation des pouvoirs. Oui, le judiciaire est resté, n'a pas été influencé par l'exécutif. A bien écouté, Maître Ngefak. Je ne le pense pas. Je pense que quand nous parlons souvent de dictature au Cameroun, on pense que le mot est un peu exagéré. Mais pas du tout. On entend, Cédric nous fait dire que Bolloré a saisi le chef de l'État. Donc il serait comme un tribunal. Parce qu'il y avait déjà un process de finalisation de contrat de concession. Mais il saisit non pas un tribunal, mais le président. Pour lui, le président. Aucune influence, vous voyez une espèce d'influence. Ça va de soi, puisque à l'issue de cette saisine, entre guillemets, puisqu'apparemment M. Biya serait présenté comme un tribunal, eh bien, le tribunal administratif de Bonanjo, ce sont des fonctionnaires qui travaillent là-bas, ce sont des magistrats payés par la présidence de la République, qui sont sous ordre, parce qu'en vérité, ça ne nous a pas échappé qu'au Cameroun, il y a effectivement concentration de pouvoir. La magistrature, la justice au Cameroun n'est pas du tout indépendante. Monsieur Le Drian n'a pas fait le travail, n'a pas fait le voyage pour rien au Cameroun. Il est clair qu'il y a un lien politique évident. Ça s'est traité en très haut lieu. Le résultat est clair. Les magistrats camerounais, sur instruction de M. Biya, ont décidé simplement de stopper la procédure de finalisation du contrat de concession qui était attribué à Thiel. Voilà la vérité aujourd'hui. Donc ça veut dire que quand on parle des intérêts stratégiques comme celle de l'exploitation d'un port, il est évident que ça ne peut pas se passer sans tenir compte des injonctions politiques. Et c'est ça qui s'est passé. C'est malheureux. Et vous avez raison de rappeler, Serge Alonso, qu'effectivement, il ne peut pas y avoir séparation de pouvoir. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, on se rend bien compte que la magistrature, c'est depuis très longtemps, est inféodée par l'État. Donc c'est pour ça qu'on parle de concentration de pouvoir. Le chef de la magistrature, c'est le président de la République. Le président qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel. Bon, ceci dit, la vérité c'est que, est-ce que Bolloré remplissait les conditions qu'il fallait pour exploiter le port de Douala? Il reste toujours 7e. Non, il n'y a pas encore le shortlist. Mais déjà, c'est une demi-victoire, c'est une demi-victoire pour Bolloré. Parce que demain, il va pas s'endormir, évidemment, puisque pour lui, c'est déjà motif de réjouissance d'avoir stoppé cette contractualisation qui était en cours de s'achever. Comprenez? Donc aujourd'hui, Thiel a pris un coup, et Bolloré va continuer ses manigances politiques, va, réveiller ses réseaux, va continuer à manipuler ses réseaux afin que la décision définitive du tribunal puisse le réintégrer dans la shortlist. Et la dernière étape serait évidemment le fait que Bolloré va reprendre, malgré les conditions matérielles qui sont incomparablement bas par rapport à ceux présentés par Thiel. Malgré cela, puisqu'il y a des inféodations politiques, M. Macron a envoyé son ministre Le Drian au Cameroun pour régler cette affaire, c'est évident. Si on ne fait pas une lecture politique, on n'a rien compris à cette affaire. Ce n'est pas une affaire strictement juridique. Donc il faut forcément engager une lecture politique, c'est évident. Donc aujourd'hui, comme il a fait pour le port en eau profonde de Kribi, Bolloré est entré de manière absolument mystérieuse dans la shortlist.
ben, il risque de le faire pour le port de Douala. C'est une évidence. Donc voilà que le Cameroun. Et on rappelle que c'est une question de gouvernance, de lien, d'allégeance avec la France. Regardez le cas, par exemple, parlait tout à l'heure de la CAN 2021. Rappelez-vous qu'un petit pays comme le Gabon, la Guinée équatoriale a pu organiser des CAN, même le Burkina Faso en 98, mais le Cameroun est incapable d'organiser 2 opportunités de CAN. C'est absolument impensable. Certains vous diront que c'était pas 24 équipes. Hein. Oui, mais attendez, dès lors, il fallait donc refuser l'offre à 24 équipes. Le Cameroun l'a accepté. On suppose donc qu'effectivement, il s'est capable d'organiser la CAN de 2021 et 2019. Donc aujourd'hui, le résultat est là. Nous avons un gouvernement d'incapables. C'est une honte parce que j'ai beaucoup de respect pour la Guinée équatoriale, pour le Gabon et pour le Burkina Faso. Mais quand même, voir le Cameroun qui a quand même 5 titres de champion d'Afrique, être à ce point incapable parce qu'il y a des voraces, des vautours partout qui sont là à bouffer l'argent des Camerounais, hein, ne pas être capable d'organiser une seule CAN, nous courons tout droit vers le deuxième glissement. Que va-t-on dire? Si ce pays était normal, le gouvernement aurait dû démissionner aujourd'hui, tout simplement. Joseph René, on va le dire, Célestin Djamène a parlé de demi-victoire. Hein. Ça ouvre le boulevard Bolloré pour rester à Douala? Oui, je voudrais dire que M. Djamène vient de citer le Burkina Faso, le Gabon qui ont organisé des CAN. Il a oublié de dire que le Cameroun lui-même a dit organiser une CAN. Soaïlo. Ah bon, le Cameroun n'est pas une propriété de Paul Biya ou bien d'Aïdjo. Apparemment, c'est une propriété de Paul Biya. Le Cameroun a déjà eu à organiser une CAN, il fallait aussi le rappeler. Le Paul Biya si vous ne le faites pas. D'Aïdjo, il ne faut pas confondre. Bon voilà, et je voudrais dire ici que le port autonome de Douala est une entreprise publique. Et étant une entreprise publique, le pouvoir que détient le directeur général du port autonome de Douala appartient au président de la République, qui peut soit le déconcentrer, soit le décentraliser dans le cadre d'une décentralisation des services publics. Donc le dernier mot revient au président de la République. Je ne suis ni juriste de formation, encore moins avocat comme M. Djamène. Lui devait comprendre ces choses-là. C'est M. Guefa qui est avocat. Et il devrait pouvoir comprendre ça mieux que moi, pour savoir qu'en matière de recours, il y a d'abord ce qu'on appelle le recours hiérarchique. Donc quand Bolloré saisit le président de la République, qui est le président de l'exécutif, qui donne une parcelle de pouvoir au directeur général. Mais on connaît les liens entre Bolloré et M. On appelle ça très longtemps. un recours hiérarchique. Du tout, ça n'a rien à voir. Donc, c'est des réseaux si vous allez transafricains. Si vous allez chercher ça ailleurs... Monsieur Boutou, ce sont des réseaux transafricains. Il n'y a pas de recours hiérarchique dans le cas d'espèce. Tout à l'heure, quand Monsieur Bolloré s'est avéré, a eu ses entrées à étudier à plusieurs reprises. Donc il n'y a pas de recours hiérarchique, dites pas de mensonges. Voilà, c'est pas une question de recours hiérarchique. C'est clair qu'il y a des liens d'amitié entre M. Bolloré. Il a eu ses entrées à étudier à plusieurs reprises. Ils ont noué plusieurs relations qui lui ont valu d'ailleurs de gagner de manière absolument inexplicable le port à nous profond de Kribi. Voilà. C'est une réalité. Voilà. Il le fait pour Douala, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de recours hiérarchique. Vous venez exactement de redire ce qui vous a pris 5 minutes là, et vous venez exactement de redire la même chose. Et moi je suis donc en train de vous dire des choses dont vous ignorez jusqu'à ce que je prenne la parole tout à l'heure. Monsieur Djamène, lorsque le Bolloré saisit le président de la République pour contester une décision prise par une autorité déconcentrée ou décentralisée, on appelle ça un recours hiérarchique préalable. Donc, Bolloré, dans ces conditions, est parfaitement dans son rôle. Maintenant, en dehors du recours hiérarchique, il peut avoir un recours gracieux préalable, avant même de saisir directement la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, en saisissant le président Paul Biya, Bolloré était totalement dans son droit. Ce qui m'étonne avec les Camerounais, c'est que vous fantasmez sur des réalités que vous n'avez pas. Vous associez la visite de Le Grian avec le port autonome, alors que vous ne pouvez disposer d'aucune preuve matérielle qui vous permet de vous asseoir sur un plateau de télévision et de faire des annonces. Il faut éviter des annonces pour plaire. Moi, je vous disais tout à l'heure, lorsque nous étions à la pause, que après 37 ans de règne du président Paul Biya, c'est normal que vous trouviez des choses à dire. Parce que, 1, personne ne détient la science infuse. 2, il n'y a jamais de parcours
sans faute, toute œuvre humaine étant infaillible. Effectivement. Donc en 7 ans, même si c'est une seule faute que nous commettons dans le cadre de la gestion du pouvoir par mon parti de RDPC, c'est normal que vous ayez à dire. Maintenant, en attendant qu'un jour votre parti arrive au pouvoir, en espérant que vous n'allez pas continuer à fuir les élections, en attendant que cela arrive, vous allez souffrir de ce que les décisions les plus importantes du Cameroun et qui impactent le Cameroun soient prises par le gouvernement actuel qui est le gouvernement du président Paul Biya. Ok. Maintenant, pour résumer et pour que vous reteniez ça une fois pour de bon, sachez que le recours de Boléré vis-à-vis du président Paul Biya était un recours hiérarchique parce que le directeur général du port autonome bénéficie de ce qu'on appelle une décentralisation des services publics. Tout ce pouvoir appartient d'abord au chef de l'État. Il était normal que le chef de l'État se prononce. Ok. Sur cette question, Charles Mongué-Mouyemé, avant qu'on passe au deuxième articulation, l'affaire. Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Vous faites un lien avec le Drian, le passage de Drian que je suis, regarde ça comme un spectateur dans une arène où les éléphants se battent. Oui. Parce que ça pose le problème de la souveraineté de ce pays, qui est souvent posé. Et quand je vois la France en général, je sais qu'on va couper les chines. En règle générale, on l'a vu chez nos voisins d'à côté, des gens sont venus voler des enfants. Un chef d'État est venu, il a dit, quel que soit ce qu'ils ont fait, je pars avec eux. Et il est parti avec eux. L'argent de Noé, au Tchad. Au Tchad. Donc, très honnêtement, le citoyen lambda, quand vous lui parlez du port autonome et des batailles de Bolloré, DIT, etc., il dit, tiens, ok, les éléphants là se battent, moi, qu'est-ce que je vais en tirer? De quoi je vais souffrir, etc. C'est de ça qu'il s'agit pour le Camerounais moyen. Et honnêtement, là, on sait que il a parlé de demi-victoire, mais il est clair qu'on est déjà en train de courber les chines. On l'a vu, le même homme d'affaires, quand je passe à Ezeka, je le retrouve. Et je vois que, qu'est-ce qui s'est passé après Ezeka? Rien du tout. Sauf que, le voyage entre Douala et Yaoundé en tant que passager, ça n'a rien entraîné de spécial. Okay, donc, sincèrement, pour moi, on verra l'issue de cette affaire-là, mais que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui gère le port, le citoyen lambda qui déambule là sur la rue, sincèrement, ça lui fait pas grand-chose. Un deuxième, vous permettez, Célestin Djamène, il y a un deuxième. On a vu le préfet de la Mentchoum, le convoi a été attaqué. Ça vous reconforte dans cette décision-là qu'il faut pacifier le Nozo avant toute élection? Mais comment ça va se faire? On ne le dit pas. On vient de voir ces images. Aujourd'hui, c'est depuis 3 ans qu'on aurait dû engager des négociations. Comment la campagne va se faire là-bas? Je vais demander. Permettez, je reviens à vous, Célestin Djamène. Vous avez vu les images du convoi du préfet de la Mentchoum attaqué? Comment la campagne va se faire de ce côté pour ces élections de proximité locale? La campagne va se faire. Je voudrais vous dire, monsieur Serge Otou, que le Cameroun n'est pas le seul pays où il y a des velléités sécessionnistes. Le Cameroun n'est pas le seul pays où, lorsque des gens ont des velléités sécessionnistes, nous voyons des attaques terroristes. On en a vu en Espagne, on en a vu en France et partout. Est-ce que c'est pour autant parce que permanemment, il y a des velléités sécessionnistes en Espagne avec des pics de violence qu'il n'y a plus des élections en Espagne ou même en France? Combien de fois il y a eu les attentats à la Corse française? Et c'est pour autant qu'il n'y a pas eu des élections en France. Moi, je suis quand même étonné des arguments que je trouve suffisamment farfelus, de dire que tant que les revendications sécessionnistes ne sont pas finies dans le Nozo, il n'est pas possible d'organiser des élections au Cameroun. Parce que, quelles que soient les solutions que nous pouvons apporter là maintenant, il y aura toujours et toujours une frange de la population de ces régions-là qui vont quand même garder leur velléité sécessionniste. Tout ce que nous pouvons faire,
c'est des négociations permanentes, de manière à ce que nous ayons une forme d'accalmie permanente. Ok. Célestin Djamel, vous prenez la parole. Oui, je crois que les questions qui se posent dans le NOSO, c'est des questions extrêmement importantes. Questions de paix et de sécurité. C'est des questions détachables des questions électorales, me semble-t-il. Je crois que si l'occupant d'Etoudi avait suffisamment pris l'affaire au sérieux, c'est depuis les revendications des avocats anglophones qu'il aurait dû, n'est-ce pas, se déplacer lui-même vers ces deux régions du Cameroun pour écouter tout au moins les revendications de nos frères anglophones. Et de manière lancinante, le fait même qu'il n'ait pas fait et qu'il a envoyé de second couteau à aller résoudre apparemment le problème, a fait qu'envenimer l'affaire. Aujourd'hui, les armes ont commencé à crépiter, vous le savez, depuis 2017. Nous en sommes aujourd'hui à une véritable guerre civile. C'est une question. Permettez, monsieur, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. La question est de fond. S'il vous plaît, monsieur Boutou. Vous pensez que monsieur Boutou, monsieur Biya, qui a été reconnu par ses employés du Conseil constitutionnel comme le président de la République, a, sur la base de l'article 5 de la Constitution, l'obligation de garantir l'unité nationale. Et c'est ce qu'il fait. Dans le cas du NOSO, il y a un problème qui se pose, le problème du vivre ensemble et de l'unité du Cameroun. Il aurait dû prendre la mesure des choses. Et ne pas envoyer les ministres. Permettez-moi. Vous voulez que je vous rappelle tout ce que le gouvernement a fait depuis 2016. N'a rien fait depuis 37 ans. Ce gouvernement a été construit par un sans diplôme. Il a été détruit par un agrégé soi-disant. Voilà la vérité du Cameroun aujourd'hui. Donc je suis en train de vous dire aujourd'hui que en 37 ans, le bilan, il n'y a même pas de bilan, mais si on parle de bilan, il est sinistre, pour ne pas dire pire que ça. Donc la question du NOSO est une question extrêmement importante. En 61 déjà, il y a eu, vous savez très bien, les accords de Fouman, où John Goufontia a pris sur lui, puisqu'il représentait le Cameroun anglophone de l'époque, pour accepter, n'est-ce pas, la fédération. Monsieur Aïdjo a fait une espèce de mariage forcé. Ils ont encore avalé cette couleuvre. Nos frères anglophones ont encore supporté en 84 quand monsieur Biya a effacé la deuxième étoile qui symbolisait cette relation fraternelle, cette unité fraternelle entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Ils ont encore avalé. Et puis on a parlé de décentralisation en 96 dans la loi fondamentale, pour ensuite parler des lois d'orientation avec Marafin en 2004. Et aujourd'hui, la décentralisation, M. Boutou, n'a jamais été qu'une idée, une belle idée. Elle n'a jamais été implémentée. Parce qu'on a ignoré le sous-système anglophone. Aujourd'hui, on en a la guerre civile parce qu'ils n'ont jamais été écoutés. Ils ont tout le temps été marginalisés. Parce qu'on a un président, Dieu a tout dit, qui se prend pour le pharaon. Il ne descend jamais sur le terrain pour écouter ses compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Le RDC n'a pas parole. Vous devez avoir l'élégance de vous taire. Parce que votre bilan est sinistre. Nous sommes en guerre civile, monsieur. La guerre civile. Monsieur les politiques. Puisque les Camerounais se tuent, s'entretuent. Monsieur les politiques. Il y en a même qui sont dans la frontière nigérienne aujourd'hui, vous ne pas le nier quand même. Voilà. Sans compter la ville de Diaoundé, Bounabéry et de Douala, pardon, qui sont, n'est-ce pas, comment dirais, prises d'assaut par nos frères anglophones. Voilà, ça, c'est pas une mince affaire, ça, quand même. Permettez donc aux autres de dire un mot sur ce climat. Hein. On a encore vu en image aujourd'hui les élections là-bas, comment ça va se passer, surtout la campagne électorale. Oui. Avec ce qu'on a vu ce soir. Avant de revenir à la campagne électorale, je vais faire un petit crochet sur ce que j'ai entendu de M. Boutou. D'abord, lorsqu'on parle de recours hiérarchique, je crois que dans hiérarchique, il y a un ordre. Monsieur Le Drian n'est pas fonctionnaire du Cameroun. Pour avoir le patron, le chef de l'État, je crois que c'est... Mon ami, j'ai parlé du recours de Bolloré au président de la République. Le tampon, c'est un maître de femme. On a un sujet à un maître de femme. Prononcer le nom de l'église de ce plateau. Rapidement, sur Bolloré, on a dit Bolloré non plus n'est pas fonctionnaire du système camerounais. On est dans le monde des affaires en politique. C'est-à-dire c'est les pressions. Pour votre gouvernement, l'État français est venu à travers le Drian. La Confédération suisse est venue à travers leurs représentants. Tous ont rencontré le même président de la République. Si vous êtes de la maison, ça au moins, c'est transparent, vous devez le savoir, qu'il s'agit de pressions. Pour votre gouvernement, si vous ne savez pas, il faut lire. Dans le monde, il y a un très grand qui a écrit sur la communication, il pose des questions. Comment faire savoir aux enseignants comment il faut vendre? Comment faire savoir aux médecins comment il faut vendre? Comment faire savoir aux avocats comment il faut vendre? Comment faire savoir au chef d'État comment il faut vendre?
Il répond, quand on voyage, c'est pour vendre. Messieurs, quand le Drian vient, c'est pour vendre. Sûr. Quand la Confédération vient, c'est pour vendre. Alors, celui qui a la marchandise s'appelle le Cameroun et le commerçant, c'est le président de la République. Tous ceux qui viennent proposer les services, c'est chez lui. On ne vient pas faire de l'administration. Pour l'heure, on est dans le commerce. Retenez cela. Deux, allons maintenant au NOZO. Le NOZO pose un problème. Moi, je vais attirer l'attention. Je crois que 2 ministres sont passés avant-hier. Ils ont écrit. Ils ont dit le problème des élections dans le NOZO, une seule personne doit résoudre. Il s'agit du président de la République. C'est écrit dans le communiqué. Si vous avez lu, vous devriez comprendre pour ne pas vous énerver et insulter les gens alors que la base est vide. Nous attendons tous le président. Moi, j'attire au regard des éléments qui se présentent. L'arrogance du RDPC pose un problème. L'anglophone au Cameroun a son dieu qui s'appelle l'avocat. C'est son miroir. Dans le NOZO, le miroir a parlé. Ces avocats qui ont parlé, faites attention. Ces avocats qui ont parlé, faites attention. Vous dites que vous voulez régler un problème. Mais en sourdine, vous respectez le mot que le président de la République a essayé de dire en France. C'est-à-dire nous avons essayé de les assimiler. Voilà. Méfiez-vous de ce que vous êtes en train d'organiser. Faites attention. Prenez au sérieux ce qui est en train de se passer. Le mot que je viens de suivre est très dangereux. C'est-à-dire la commission sur le bilinguisme là, le mot, on risque de nous envoyer les francophones qui vont nous juger sans nous entendre, sans bien nous comprendre. Faites très attention. Laissez que le président de la République, qui connaît tous ces problèmes, il les règle une fois pour toutes. Il ne faut pas envoyer des sous-fifres ou les vendeurs d'illusions inventer des produits qui ne peuvent pas prospérer. Il y a déjà assez de morts. Arrêtons. C'est ce que j'ai dit. Ok, Charles Bonga-Mouyeme, sur la situation, hein, ça continue de crépiter les armes. Bien sûr. Les élections sont annoncées. Oui, mais moi, pour le problème du NOZO, en vérité, j'ai souvent envie de pleurer quand je regarde ça. Parce que je me demande pourquoi nos gouvernants font ça. Pourquoi la vérité est là, ils veulent la tronquer. Comment vous pouvez être préfet et gouverneur, vous êtes assis avec des sacs de sable autour de vous. Vous prenez une feuille pour demander aux populations de revenir chez elles. Est-ce que c'est normal? Vous êtes l'autorité. Pour que vous fassiez ce discours, on est obligé de vous protéger, même en mettant des sacs de sable. Et vous dites à monsieur X et madame Y avec ses enfants, sortez de la brousse, venez occuper. Pourquoi ils font ça? Est-ce que ce n'est pas le peuple camerounais? Les gouvernants ne sont-ils pas là pour le peuple? Pourquoi? Qu'est-ce que le peuple a fait pour mériter ça? Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne me l'explique pas. Ça n'a rien. Pour moi, la politique, mettez ça de côté. Il s'agit de la survie des Camerounais. Elle est là, on voit qu'il y a l'insécurité. Les enseignants vous le disent. L'autre jour, on a interdit la benskine pour aller à Bambui. Les enseignants disent oui, mais c'était notre seul moyen, mais maintenant les taxis ne veulent pas, etc., etc. Il y a l'insécurité, admettons-le au moins. Et disons aux gens, face à cette insécurité, si nous, autorités, on se promène avec les chars, les gilets pare-balles et les sacs de sable pour nous protéger, vous, ça va être difficile. Maintenant, l'élection, c'est quoi une élection devant la vie des citoyens? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que ça représente devenir maire? Moi, je suis à Douala, il y a 5, je ne sais pas, 6 maires. Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté en tant que citoyen de la ville de Douala? Vous pouvez me dire, il y a les poubelles partout. Ça sent mauvais partout. Qu'est-ce que les maires nous apportent depuis? Rien du tout, ils n'ont rien. Ils vous disent qu'on n'a rien. Dès que vous leur demandez un bilan, ils vous disent que c'est une communauté urbaine. Dès que vous leur demandez, c'est centralisé à Yaoundé. À quoi ça nous sert? C'est l'Assemblée nationale qui nous sert à quoi? Dites-moi, quelle est la loi venue d'un député qu'on a voté? À quoi ça nous sert quand les gens meurent? Il faut s'arrêter et se dire, je suis gouvernant pour ce peuple-là. Si ce peuple meurt et disparaît, je serai gouvernant de qui? Et se dire, vraiment, prenons les choses au sérieux. Arrêtons cette affaire, asseyons-nous. Ne nous mentons plus. Ne nous mentons plus. Si on arrête de nous mentir nous-mêmes, on va régler ce problème. Mais si on reste dans notre orgueil démesuré, inutile, dans notre arrogance, dans nos menaces au peuple, depuis quand les ministres menacent les citoyens?
Je ne comprends pas ces affaires. Nous ferons face à la rigueur de la loi. C'est le temps jamais rapidement. Très rapidement, Serge Alain, on a vu tout à l'heure ce qu'a relevé Charles. On a vu un gouverneur du Sud-Ouest, pour ne pas le citer, au Calabilial, se réfugier un temps, soit peu, à Douala. Parce qu'il y avait une tension atroce dans le Sud-Ouest. Il essuyait des tirs tout le temps qui sortaient. Il a abandonné ses bureaux pendant quelques temps. On a abordé ce soir deux merveilleuses questions. Le NOZO et la CAN 2021, qui est en train de nous échapper pour une deuxième fois. J'illustre par deux éléments. Sur le NOZO, il est temps d'accorder à nos frères anglophones leur dignité. Ils ont extrêmement souffert. Malheureusement, l'histoire est là. On ne peut pas y échapper. Nos frères anglophones ont subi comme nous la colonisation britannique et nous, francophones et françaises. Donc, ils ont des particularités qu'on doit tenir en compte. C'est soit on efface tout, le français et l'anglais, et on se réoriente, notre destin, ou alors on considère qu'il y a des vestiges du passé, qu'on les respecte. Les anglophones ont trop avalé comme contrainte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut leur reconnaître, non pas le statut spécial, mais le minimum sur le fédéralisme. Sur le dernier point, sur la question de la CAN, évidemment aujourd'hui, je dis les exemples sont simples, sur 360 communes. Si on crée un petit stade de 25 millions par commune, ça fera que 10 milliards, même pas 10 milliards. Et dans ce cas-là, les jeunes Camerounais pourraient quand même je ne vous donne pas la parole, je sais qu'on va me faire le procès. Allez-y donc, rapidement, en 30 secondes. Je voudrais dire à M. N'Djamène de rectifier ces mots. Parce que ce ne sont pas que les anglophones qui vivent au NOZO. C'est la population camerounaise qui est constituée des populations anglophones et francophones. Tout comme dans la partie francophone, il n'y a pas que les francophones qui vivent. Dans mon village même, les anglophones y vivent. Je voudrais dire, le Cameroun va organiser la CAN en 2021. Et c'est d'ailleurs le souhait de nous tous ici. Merci Joseph René Mboutouzé, merci Maître Gefrak, merci Charles Mongé Mouyemé, merci d'être venu. C'est le N'Djamène, merci beaucoup. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin. Et qui nous reçoit. Bonsoir, Fongo Tongo.